le joystick sous mes doigts. Mega Drive, Neo Geo, Super NES, Atari et Evercade éclairent nos voix. Avec Minecraft à l'écran. Et bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En mode rétro spécial hardware avec cette fois-ci la récente 7800 Plus d'Atari parue à la fin de l'année 2024. Une réédition de l'Atari 7800 présentant le port cartouche d'origine avec une réduction de taille annoncée de 20% et qui reprend finalement l'idée de la 2600 Plus mais avec l'esthétique de la 7800. Durant cette vidéo, nous verrons la console en elle-même, on reviendra aussi sur la 2600 Plus et sur comment la mettre à jour, et vous le verrez, cela a son importance, et on terminera sur une sélection de jeux 7800. Complétant ainsi la recommandation de jeux 2600, fait dans la vidéo de la VCS à la 2600 Plus, dans un chapitre dédié. Et j'en profiterai également pour vous fournir un retour complet sur le jeu accompagnant cette 7800 Plus. Bref, vous êtes avec Nickcraft dans En mode rétro, spécial hardware, et ça débute maintenant. Et nous allons voir ensemble cette nouvelle 7800 Plus. Je ne reviendrai pas sur l'histoire et autres anecdotes concernant la console d'origine, puisque j'avais déjà consacré un chapitre entier dessus dans la vidéo de la VCS à la 2600 Plus, que vous pouvez retrouver seul sous le nom En attendant la 7800 Plus. Lien en description. On va surtout s'attarder sur la 7800 Plus en elle-même. Paru initialement fin novembre, il semble qu'il y ait eu un cafouillage côté approvisionnement en France, la console ayant ensuite été annoncée pour le 12 ou 16 décembre. Finalement, peu importe, puisqu'elle s'avère bien disponible chez nous, au prix de 119€ sur Amazon, soit le même prix que la 2600 Plus. Et je rappelle que la 7800 était rétrocompatible 2600, et que cette 7800 Plus est bien sûr parfaitement compatible avec la 2600 Plus, ainsi qu'avec les jeux de 2600 et 7800, et les accessoires. Bien qu'il faudra mettre à jour la 2600 Plus pour être à niveau, on en parlera après. Première impression en voyant la taille de la boîte, la 7800 Plus semble vraiment petite. Surtout en comparaison avec le modèle d'origine bien plus imposant. La boîte en elle-même est plutôt jolie, le packaging bien travaillé, avec toutes les informations nécessaires. La console est fournie avec un pad CX78+, qui a la particularité d'être sans fil et compatible avec les 7800 et 2600 d'origine, en plus d'être évidemment compatible avec la 2600 Plus. Le pad étant achetable séparément au prix un peu élevé de 35€. On trouve également le jeu Bentley Beer, Crystal Quest, à l'origine à Homebrew paru en 2014, et que l'on doit des membres du forum Atari Age. On reviendra plus tard sur ces éléments. En ouvrant la boîte, on découvre la console qui surprend par sa taille bien plus réduite que le modèle original. De prime abord, la qualité perçue fait plaisir, l'assemblage semble de qualité, ainsi que la qualité du plastique qui respecte le grain particulier que l'on ressent bien au toucher. On retrouve les ports manettes en façade avec les switches de difficulté avec les positions B et A. B pour Beginner et A pour Advance. Chose qui va surtout servir pour les jeux 2600, bien que cela peut avoir une incidence sur certains jeux 7800, d'où l'importance de se renseigner au cas par cas en lisant les notices. A l'arrière, un port USB-C pour l'alimentation, un port HDMI pour l'affichage en 720p, et un switch pour mettre l'image soit en 16 neuvième, soit en 4 tiers. Côté détail, on est vraiment sur une réplique fidèle du modèle d'origine, avec en dessous l'enrouleur de câble, vestige du modèle américain qui permettait d'enrouler sous la console le câble antenne, qu'on retrouve également sur le modèle PAL. On retrouve les parties brillantes sur les côtés et la fameuse bande argentée en alu brossé, avec la bande arc-en-ciel qui participe pour beaucoup à l'identité visuelle de la 7800, inspirée par la 2600 Junior. La console est donc bien plus petite que l'original et paraît même plus petite que la 2600 Plus, du fait que ces deux répliques gardent les mêmes proportions que les modèles d'origine. On retrouve donc une largeur moins grande sur la 7800 Plus. Globalement, on sent une machine bien construite, solide, le plastique ne fait pas fragile quand on tient la 7800 Plus entre ses mains, même si la 2600 Plus m'apparaît comme plus robuste, notamment à l'utilisation avec ses interrupteurs en aluminium, bien rustiques, comparé aux boutons plastiques de la 7800 Plus, qui reproduisent, cela dit fort bien, les sensations de la console originale. Personnellement, si j'aime l'esthétique de la 7800,
est d'y être attaché du fait d'avoir connu ce modèle durant sa période de commercialisation en France. À l'utilisation, j'ai tout de même une préférence pour la 2600+. Tout simplement parce qu'elle me paraît encore plus rétro à l'utilisation et que je trouve cela plus plaisant. Néanmoins, le look plus moderne et l'aspect plus conventionnel de la 7800 ont également leur charme. Finalement, la seule chose pouvant vraiment démarquer l'une ou l'autre de ces deux répliques sera pure affaire de goût ou d'affinité personnelle. Au-delà du look et du contenu du packaging qui diffère côté jeu et manette, on est exactement sur le même produit avec les mêmes capacités. Néanmoins, sachez que la 7800+ est directement livrée avec un firmware mis à jour dans sa version 2.0, là où il n'est qu'en 1.0 pour la 2600+, et qu'il faudra impérativement mettre à jour si vous voulez profiter des nouveaux jeux 7800 parus au lancement du modèle Plus. Et pour ce faire, je vous recommande chaudement de suivre les recommandations d'Atari sur leur site officiel, mais vous devrez vous rendre sur le forum Atari Edge, sur le topic dédié, lien en description, pour télécharger la bonne version du dumper qui va bien. Finalement, je trouve la console très bien construite, belle, solide. En main, elle rassure et donne un sentiment de qualité. On retrouve toutes les sensations du modèle d'origine, et hormis la réduction de taille de 20%, on est sur une excellente réplique. Du beau boulot. Côté packaging maintenant, le pack 7800+ peut être plus séducteur que celui de la 2600+, avec sa manette plus conventionnelle que l'antique joystick Atari. D'autant que cette manette est sans fil, livrée avec deux récepteurs, un avec un port DB9 pour jouer sur les consoles Atari, aussi bien les modèles d'origine que les versions Plus, et un avec un port USB, permettant de jouer sur PC et visiblement avec les Raspberry Pi. La manette en elle-même est une réplique fidèle, reproduisant bien le grain du plastique d'origine ainsi que sa solidité. Hormis le fait qu'elle soit sans fil, on ne distingue de prime abord aucune différence à l'utilisation. Mais en voulant mettre le mini-joystick, on se rend compte que le pas de vis dans la croix est en métal. Une bonne chose, mais faites attention en vissant. Prenez le temps et n'y allez pas comme une brute, pour ne pas abîmer le plastique du mini-joystick. Un mini-joystick qui peut s'avérer plaisant en fonction des jeux, notamment les jeux en 2 ou 4 directions. Une modularité appréciable. En revanche, l'écartement ou l'espace qu'il y a entre les boutons A et B pourra s'avérer parfois pénible dans sa prise en main. Du moins, pour un certain type de gameplay nécessitant d'appuyer et de chanter les deux boutons. Un problème que l'on va aborder dans le chapitre dédié au jeu avec Bentley Beer Crystal Quest qui souffre précisément de cette disposition des boutons. Côté câble, on est dans la tendance actuelle avec aucun transfo fourni, mais un câble USB-C vers USB pour l'alimentation et un câble HDMI. Libre à vous de brancher l'alimentation sur un port USB de votre télé ou autre, ou d'utiliser un transfo pour smartphone sur lequel le brancher en étant entre 1 à 2 ampères pour 5 volts. La cartouche en elle-même corrige le problème des trous côté label, comme pour les nouvelles cartouches 2600, que je vous avais montré dans la vidéo dédiée, ce qui est un bon point. Une cartouche sur laquelle on retrouve même le petit autocollant avec la lettre P pour indiquer une version pâle, comme sur les cartouches d'époque. Autre bon point, le petit overlay carton pour ranger et protéger la cartouche, qui en plus d'être fonctionnel, est plutôt classe. Dommage cependant qu'on ne retrouve pas la boîte complète qui aurait pu aisément tenir à l'intérieur du packaging en étant pliée à plat. On trouve néanmoins une très belle notice couleur, mais exclusivement en anglais. Et c'est ainsi que la présentation du packaging et de cette 7800+ se termine. Nous allons passer au chapitre suivant. A tout de suite. Nous voici pour le chapitre dédié au jeu Bentley Beer Crystal Quest, le titre fourni avec la 7800+, qui pour nous Européens fait figure de nouveau jeu
car bien qu'étant paru en 2014 en tant que combo et distribué par le site Atari Edge, un site de fans d'Atari, il restait difficile à acquérir compte tenu des prix des frais de port et taxes gonflant drastiquement le prix d'une cartouche. Mais depuis le rachat d'Atari Edge par Atari, plusieurs homebrew ont été officialisés, dont ce Bentley Beer Crystal Quest pour 7800 qui fit longtemps parler de lui favorablement, devenant en quelque sorte la mascotte de la console. Bentley Beer, qui n'est pas un personnage récent, mais issu d'un jeu d'arcade, Bentley Beer Crystal Castle, en 3D isométrique, qui avait connu un franc succès en 1984 et qui fut bien adapté sur 2600. Un personnage que l'on retrouva également dans le jeu Atari Kart sur Atari Jaguar. Bref, après un premier jeu à la Pac-Man en 3D isométrique, Bentley nous revient ici dans un platformer 2D bien rétro et au gameplay rappelant fortement le premier Wonder Boy. On court à travers des stages, on dégomme des ennemis, on saute, on esquive, on doit faire attention à sa barre d'énergie en prenant des pots de miel, et on doit récupérer des cristals en dégommant une sorcière qui sera le boss récurrent du jeu. Un jeu composé de 6 mondes, de 8 levels chacun, dont un caché si j'ai bien compris. Un monde caché qui serait un plus par rapport à la version Homebrew, soit un total de 48 levels, ce qui est un excellent point concernant la durée de vie. Le jeu fut programmé par un certain Robert De Crescenzo, connu pour avoir également réalisé d'autres Homebrew 7800, dont Space Duel et Astéroïde Deluxe, tous deux également officialisés et édités à l'occasion de la sortie de la 7800+. Le graphisme fut assuré par un certain Pac-Man Red et la musique par un dénommé Saint Popaluzza, tous deux membres du forum Atari Edge. A noter un artwork totalement redessiné par un nouvel illustrateur, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle jaquette du jeu est bien plus réussie que l'ancienne. Alors, que vaut concrètement ce Bentley Beer Crystal Quest? Il est bon, il est même étonnamment bon avec une difficulté progressive, le jeu débutant doucement avec des phases de plateforme devenant de plus en plus complexes au fur et à mesure, avec un bon renouvellement du bestiaire à chaque monde. Le gameplay à la Wonder Boy où l'on est amené à toujours courir donne une belle dynamique au jeu que je trouve pour ma part plaisant, même si j'aurais apprécié qu'il soit un brin plus dynamique, mais en l'état c'est parfaitement jouable. Enfin jouable, seulement si vous vous adaptez à la manette. Et là, nous allons aborder le point qui m'a le plus chagriné avec ce jeu. En effet, son principal souci est que son gameplay, nécessitant de maintenir un bouton pour courir et d'appuyer sur le bouton de saut quand il y a besoin, sans relâcher le bouton de course, sans quoi vous perdez de la vitesse et donc de l'élan et ratez votre saut, une chose qui ne serait pas un problème avec une manette de Nintendo NES, du fait du placement des deux boutons très proches, permettant de chanter le bouton de saut en maintenant le bouton de course. Or, la disposition des boutons du pad 7800 n'autorise pas de chanter justement, sauf si vous avez un pouce exceptionnellement grand. Pour apprécier le gameplay, je dois revoir la position de la main droite comme si j'étais sur un joystick, chose peu naturelle avec une manette. Mais on finit par s'y faire et une fois acquis, le jeu est jouable. Mais ce problème aurait pu largement être évité si les développeurs avaient choisi de faire courir de base le personnage. Mais ce problème aurait pu largement être évité si les développeurs avaient choisi de faire courir de base le personnage et de maintenir pour ralentir. Ce qui aurait été plus naturel et pratique, d'autant que le bouton de course est aussi le bouton pour tirer sur les ennemis. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas permis de changer cela dans les options. D'autant qu'avec les switches de difficulté situés près des ports manettes, on peut intervenir sur la disposition des boutons et même jouer au jeu avec le joystick 2600 avec la direction haut pour sauter. Ils ont pourtant dû avoir des retours des joueurs sur le forum Atari Edge à ce propos. C'est dommage car si ce changement avait pu être fait, ce jeu gagnait des points facilement. En l'état, il reste jouable, si on fait l'effort de s'adapter, mais la position demandée, pour bien en profiter, peut vite devenir fatigante sur une longue session.
comme quoi les développeurs devraient davantage jouer à leur jeu. Car c'est un vrai problème de game design selon moi que d'avoir calibré la jouabilité de la sorte, en forçant à maintenir le bouton pour courir avec un pad non adapté à l'appui simultané des deux touches lorsqu'il y a besoin de le faire. Là où un personnage courant automatiquement et où il faut juste appuyer sur le bouton d'attaque ou de saut quand cela est nécessaire, aurait été largement plus agréable. C'est assez symptomatique des développeurs de jeux rétro aujourd'hui. La plupart ne sont pas assez joueurs pour se rendre compte de choses comme ça, et n'écoutent pas assez les joueurs pouvant leur donner des retours constructifs. Et c'est assez exaspérant, surtout qu'ici le problème était clairement visible et aurait dû être corrigé, au moins en permettant un changement dans les options du jeu. Au-delà de ce problème d'ergonomie, je me suis franchement éclaté à découvrir ce Bentley Beer Crystal Quest. Non seulement parce que j'ai toujours bien apprécié ce personnage et son jeu d'origine, mais également parce que cela faisait longtemps que je rêvais de mettre la main sur ce jeu 7800 qui vendait du rêve visuellement, et que c'est un jeu qui représentait beaucoup pour tout fan de cette console. À ce propos, techniquement, le jeu est très bon, sans défaut majeur, et utilisant à merveille la puce Poké intégrée dans la cartouche pour améliorer la partie sonore. On trouve même de légers scrolling parallaxe, le tout baignant dans une belle fluidité. Clairement, un des jeux les plus aboutis qu'il m'ait été donné de voir sur 7800. Donc si vous êtes intéressé par le jeu, ayez conscience de ce souci d'ergonomie des touches, forçant à prendre la manette autrement. Mais que cela ne vous arrête pas. Quant au seul possesseur de 2600+, n'ayant pas de pad 7800, le jeu est jouable avec le joystick donc, mais cela reste trop approximatif et difficile pour vraiment maîtriser son personnage. En tout cas, personnellement, j'ai franchement eu du mal. Au pire des cas, on peut acheter une manette sur eBay qui reprend le style des pads NES avec les deux boutons à bonne distance, pour 26$, frais de port inclus. Un achat qui me paraît plus pertinent que celui de la manette 7800 sans fil, à l'unité, vendu 35€. Du moins, si vous voulez surtout jouer à ce Bentley Beer. D'ailleurs, si vous en êtes à vouloir acheter la manette 7800 sans fil, plus le jeu Bentley Beer, le tout vous revenant à 65€, peut-être vaudrait-il mieux acheter directement le pack 7800+, la console revenant alors à 55€, en retranchant les prix du jeu et de l'accessoire. Et si 30€ pour une cartouche vous paraît élevé, laissez-moi vous rappeler que du temps des éditions Homebrew d'Atari Edge, pour 30€, on n'avait que la cartouche seule. Pour avoir une notice et une boîte, comptez 50 à 60€, plus 10 à 30€ minimum de plus, en fonction des frais de port et des taxes éventuelles. C'est donc une véritable aubaine qu'Atari ait officialisé les Homebrew 7800 comme Bentley Beer et autres titres à la sortie de la 7800+. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Bentley Beer Crystal Castle. Un jeu dont je suis très heureux de pouvoir enfin jouer sur console Atari, et ce malgré ce problème d'ergonomie lié à l'espacement des boutons du pad 7800, comme j'ai essayé de vous le montrer. En espérant avoir été suffisamment clair sur cet aspect, un problème d'ergonomie qui, s'il m'a quelque peu agacé et déçu au départ, n'a pas entaché mon plaisir durant la découverte de ce jeu. Un jeu que j'apprécie franchement et qui intègre incontestablement le haut du panier sur cette console. Console qui n'était pas franchement gâtée en jeu de plateforme, hormis le très sympathique Scrapyard Dog paru à l'époque. Un point à souligner que j'ai oublié de mentionner durant ce retour, Bentley Beer Crystal Quest est apparemment le jeu le plus gros en termes de données jamais paru sur 7800, avec une cartouche contenant, tenez-vous bien, 114 kilo-octets. Quand un jeu comme Midnight Mutant faisait 61 kilo-octets, ou quand la plupart des jeux de cette console ne tiennent qu'entre 15 à 35 kilo-octets habituellement. Une taille s'expliquant par la qualité des sons, des graphismes différents pour chaque monde, etc. Un détail que je me devais de vous dire. Nous arrivons à la fin de ce retour sur Bentley Beer Crystal Castle en espérant vous avoir suffisamment éclairé sur les forces et faiblesses du jeu. Nous allons maintenant passer au chapitre sur les recommandations de jeux 7800 qui valent le détour. A tout de suite.
Et nous voici pour un chapitre dédié au jeu 7800. Il va sans dire qu'il faut être capable de remettre cette console dans son contexte d'origine et apprécier le style 8 bits. Je ne m'attarderai pas sur les jeux 2600 puisque j'ai déjà fait une longue recommandation dans un chapitre dédié dans la vidéo de la VCS à la 2600+, à retrouver en description. Mais je le rappelle, les jeux 2600 sont compatibles sur cette 7800+, et que beaucoup peuvent encore se trouver à bon prix. Jeux 2600 restant toujours aussi plaisants à jouer de nos jours. N'en déplaise aux détracteurs ou à ceux qui s'arrêtent au graphisme pour juger un jeu, alors que c'est surtout et avant tout le game design qui fait toute la différence sur cette génération de jeux. Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé la 7800 que j'ai connue à l'époque commerciale en France, quand elle fut proposée à faible prix chez nous vers 1991. Une console m'ayant marqué pour l'alternative qu'elle incarnait, certes moins attirante qu'une NES qui fut la reine des consoles 8 bits, ou bien apparaissant comme plus rustique face à une Master System. Mais sur certains points, la 7800 pouvait faire aussi bien voire mieux que ces systèmes. Il faut bien comprendre qu'une partie de sa ludothèque furent des jeux souvent anciens développés pour le lancement américain, mais il y eut finalement assez peu de jeux après 1989. Aussi, pour des raisons de coût, seuls 2 jeux, Commando et Ball Blazer, utilisèrent la puce sonore Poké, pouvant être ajoutée dans une cartouche pour augmenter les capacités sonores. Sans cette puce, les capacités sonores de la 7800 sont identiques à celles de la 2600. Un choix rendant la 8 bits d'Atari obsolète sur le plan sonore face à ses concurrentes directes. En contrepartie, il faut saluer la stabilité de l'affichage, l'absence de clignotement ou de rognage, et surtout la fluidité de l'animation sur certains jeux. Une console que j'ai aimée donc grâce au portage de jeux arcade ainsi que par l'existence d'exclusivités qui pour certaines firent beaucoup dans l'identité de cette console qui possède un certain charme. Et j'espère que vous saurez lui donner sa chance si vous ne la connaissez pas. Concernant sa ludothèque, elle est restreinte avec tout juste une soixantaine de jeux, principalement développés entre 1984 à 1990, et qui s'explique par le fait qu'Atari était principalement l'unique éditeur et développeur sur cette console. Et nous allons débuter ces recommandations des jeux à faire sur 7800 avec Foot Fight. Foot Fight qui est le jeu à avoir absolument sur 7800. Jeu d'arcade à l'origine et superbement porté sur la console d'Atari par les développeurs originels, qui furent également les concepteurs de la 7800. Mais si vous voulez plus d'informations à ce sujet, allez voir la vidéo dédiée, lien en description. Développeur nommé General Computer, Foot Fight est un jeu revisitant le style Arena Shooter introduit par Robotron, mais en étant beaucoup plus accessible et progressif. Le jeu débute doucement avec une vitesse d'action ralentie qui s'accélère de niveau en niveau. Le but étant d'amener un jeune bambin à dévorer une glace avant qu'elle ne fonde, tout en évitant une bande de cuisses tofu qui vous mitrailleront de divers légumes que vous pouvez aussi utiliser contre eux. Simple, sobre, super lisible, jouable, c'est un jeu parfait dans ce genre avec en prime une réalisation sur 7800 excellente, très proche de l'arcade, et des sensations de jeu parfaitement reproduites. Un jeu qui plus est très fun et prenant, qui pousse à toujours y revenir. Si je devais avoir un seul jeu sur 7800, cela serait clairement Foot Fight. Par contre, le jeu d'origine vaut assez cher, et s'il a eu droit à une ressortie au lancement de la 2600+, il s'est vite retrouvé sold out, et n'est plus trouvable facilement aujourd'hui, sauf à des prix indécents. Passons à Alien Brigade, un jeu qui a fait beaucoup dans le fait que j'apprécie la 7800. Un jeu à la Operation Wolf qui normalement se joue au zapper. Celui du XE serait compatible sur 7800. En possédant un, mais hélas défectueux, il m'est impossible de vous confirmer s'il est bien fonctionnel sur la console d'origine et encore moins sur les modèles Plus. Mais Alien Brigade peut parfaitement se jouer à la manette en déplaçant un curseur.
ce qui était même sa force comparé à d'autres jeux du genre qui soit étaient injouables sans zapper, soit présentaient peu d'intérêt à la manette à cause d'une lourdeur souvent trop marquée. Alien Brigade est bien réalisé et son ambiance militaire mêlée à une ambiance science-fiction avec des aliens fait mouche. Le jeu se déroule sur 5 niveaux avec un bestiaire s'enrichissant au fur et à mesure. Il faut faire attention de ne pas tuer de prisonniers ou d'innocents sous peine de perdre de précieux points de vie. Un jeu simple mais bien construit sur lequel j'aime toujours y revenir. Mais encore une fois, c'est un jeu qui vous coûtera assez cher si vous voulez le trouver en original dans un état collector. Autre jeu exclusif et tout à fait unique, Ninja Golf est l'improbable mélange entre un jeu de ninja, se jouant à la Kung Fu Master, et des phases de golf. Le but est de putter pour déterminer son chemin et d'aller sur le green. La partie avec le drapeau est plus précisément là où se trouve le trou, afin de combattre, dans une très belle séquence, un dragon. Un jeu qui à l'époque nous avait franchement étonnés et qui étonne toujours tant il semble décalé. Pour autant, Ninja Golf est un bon jeu avec une difficulté par défaut plutôt accessible, simple à jouer mais prenant. Détail amusant, notre ninja peut même se retrouver sous l'eau et tomber nez à nez avec des requins. Un jeu fun, simple, techniquement parmi les plus beaux de la 7800, avec une belle utilisation de la palette de couleurs et de la résolution. Un des derniers jeux développés spécifiquement pour le système qui démontrait qu'il y avait encore des choses à faire sur cette console. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une ressortie officielle vendue 30,9 €, ce qui vous coûtera moins cher qu'un jeu original pouvant dépasser les 100 €. Une aubaine pour qui veut un des meilleurs jeux en physique sur 7800+ ou 2600+. Et nous passons à un excellent portage de Nebulus, connu ici sous le nom de Tower Toppler, et qui est à mes yeux la meilleure version du jeu que j'ai pu tester, connaissant aussi ce titre sur NES et C64. Bien que globalement, ce jeu a toujours connu de très bonnes versions exploitant bien les divers systèmes sur lesquels il fut porté. Le but du jeu est de monter en haut d'une tour en déjouant les divers pièges. Le jeu est composé de 8 tours et s'avère assez difficile mais passionnant. En revanche, pour l'obtenir en cartouche aujourd'hui, cela risque d'être difficile, à moins que vous soyez enclin à y mettre le prix. Mais assurément, un des meilleurs jeux de la console, en plus d'être un des meilleurs portages multi-supports réalisés. Passons à Commando, le fameux jeu de Capcom qui donna son nom à un genre, le Commando-like. Ultra populaire en son temps, cette version 7800 fut soignée avec l'ajout d'une puce sonore supplémentaire dans la cartouche, et cela se sent. Un portage que beaucoup préfèrent à la version NES, du fait que cette version soit plus proche de l'original dans le level design, mais aussi pour la réalisation globale. Pour le reste, Commando est un classique de l'arcade, et cette version 7800 est très sympathique à jouer. Un classique qu'il est bon de redécouvrir dans cette version. Dans le même genre, je ne pouvais passer sous silence l'autre gros nom du genre qui fut le concurrent direct du titre de Capcom, initiant par là même le début d'une concurrence entre deux éditeurs, Ikari Warrior de SNK, un de leurs premiers grands succès qui certes reprenait beaucoup à Commando, mais apportait des choses en plus comme l'ajout d'un mode de jeu simultané, la possibilité de piloter un char et une jouabilité qui permet de bloquer une direction de tir en maintenant le bouton, ce qui s'avère très pratique. Techniquement inférieur à Commando, moins fluide, moins fin et dépourvu d'une puce poké pour le son. Ikari Warrior reste néanmoins agréable à jouer et s'avère être une bonne alternative au titre de Capcom. A noter que l'on doit ce portage au studio Imagineering Inc. pour le compte d'Absolute Software, un des rares développeurs et éditeurs sur 7800 en dehors d'Atari.
Un portage bien plus réussi que celui, atroce, de Double Dragon, complètement raté, réalisé par le même studio. Double Dragon 7800 qui est assurément la plus mauvaise version du jeu, tout support confondu. Même la version 2600 très basique m'a bien plus amusé finalement que cet étron pixelisé injouable. En revanche, pour trouver ces deux cartouches à bon prix, inutile d'y penser. Ikari Warrior peut s'afficher jusqu'à 200€ et plus. SNK oblige, certains vendeurs ont visiblement cru que l'on était sur Neo Geo AES. Quant à Commando, on peut le trouver pour moins cher, mais il faudra quand même débourser en moyenne une centaine d'euros si vous le voulez en boîte. Et si vous voulez vraiment jouer à ces jeux, les découvrir du moins, je vous recommanderais sans hésitation de passer par l'émulation et de ne surtout pas encourager la spéculation des prix. Au pire, si vous êtes du genre à mettre 200€ dans une cartouche, achetez la cartouche type Everdrive avec lecteur de carte SD pour 7800. Cependant, je ne saurais vous dire si cela est compatible avec une 2600+ ou 7800+. Passons à Scrapyard Dog, jeu de plateforme qui est sur 7800, ce que Super Mario Bros fut à la NES ou Alex the Kid sur Master System. Un jeu qui peut paraître très basique si on ne dépasse pas le premier stage, mais qui, au fur et à mesure que l'on progresse, démontre une certaine richesse et profondeur, avec de belles séquences de plateforme et beaucoup de secrets à dénicher dans les décors, comme des salles secrètes vous donnant des bonus, des vendeurs d'items, etc. La réalisation pour de la 7800 est bonne, le jeu jouable, même si l'accélération, c'est-à-dire le laps de temps entre le moment où l'on appuie et celui où l'on atteint la vitesse maximale de déplacement du personnage, peut surprendre et demandera à se familiariser avec. Un jeu m'apparaissant comme un des plus iconiques du support et qui eut droit à une adaptation sur Lynx de belle facture que je vous recommande également. Et pour les autres jeux que je peux vous conseiller, beaucoup de portages de jeux d'arcade du début des années 80. Des versions qui ne sont peut-être pas les meilleures, on peut trouver des versions NES supérieures par exemple, mais qui s'en sortent bien et restent tout à fait jouables et appréciables sur les 8 bits d'Atari. Le seul problème finalement vient des prix en occasion pratiqués aujourd'hui qui va rendre difficile l'accès à ces versions. Au pire, il reste le choix de l'émulation. Donc, concernant les portages arcade, que je trouve bons, Dick Jude, un classique bien porté sur 7800, jouable et fun, un grand classique qui fait toujours mouche. On trouve également un bon portage de Miss Pac-Man, bien plus respectueux de la version arcade que l'adaptation 2600, notamment concernant la forme des labyrinthes. Les jeux Nintendo également, avec les grands classiques que sont Mario Bros, Donkey Kong et Donkey Kong Jr., des jeux à connaître absolument si vous vous dites fan de rétro gaming. Pour ma part, j'ai toujours adoré les deux Donkey Kong que j'avais sur NES, sur la même cartouche. Les versions 7800 sont moins fines, mais on retrouve le même plaisir de jeu. Mario Bros étant à conseiller pour ceux voulant faire des parties à 2 joueurs simultanés. Galaga, autre grand classique, faisant partie des premiers jeux portés sur 7800 en 1984 et qui a dû attendre 1986 pour voir le jour aux USA. Là encore, on est légèrement en dessous de la version NES, mais c'est un portage tout à fait respectable qui fut pratiqué ici, et il reste un bon titre si vous aimez les shmups sur écran fixe de première génération. L'attrait de Galaga était d'avoir apporté la couleur par rapport à Space Invaders, et surtout des réactions et attitudes des ennemis plus variées. Si on aime ce genre, Galaga est un immanquable, bien reproduit sur 7800. On peut aussi citer Robotron 2084, mais hélas, il n'est jamais paru officiellement en France. Seulement disponible aux USA, et il va sans dire qu'entre le prix de la cartouche, des frais de port et douane éventuelle, le jeu risque de vous revenir très cher si vous souhaitez l'avoir physiquement. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi ils ne l'ont pas sorti en Europe, alors que c'était un gros succès de l'arcade. Et surtout, peut-être un des meilleurs portages de cette catégorie de jeux réalisés sur 7800.
Personnellement, j'aurais adoré l'avoir. Tant pis, il faudra se contenter d'y jouer sous émulateur. Et j'ai failli oublier un autre jeu qui représente bien la 7800 au même titre qu'un Scrapyard Dog, mais dans un genre différent, Midnight Mutant. Un jeu d'action-aventure en 3D isométrique où il faudra céder des recommandations d'un vampire en allant dans le menu pour savoir quoi faire. À ce propos, l'anglais est recommandé pour vraiment en profiter, sans quoi vous risquez de totalement passer à côté. Un jeu difficile qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui est assurément une des meilleures exclusivités du système. Malheureusement, le jeu vaut affreusement cher en boîte aujourd'hui, en dépassant les 200 voire les 300 €. Une fois de plus, heureusement que l'émulation est là pour permettre d'y jouer. C'est un jeu que mon frère avait acheté à l'époque et sur lequel j'avais passé pas mal de temps. Au départ, aller directement au manoir, chemin du haut, puis aller sur les pièces à gauche pour récupérer un couteau. Quant au reste du jeu, vous l'apprendrez à vos dépens en mourant beaucoup de fois. On pourrait aussi parler rapidement de Impossible Mission, honnêtement porté, de Rampage également, mais ce dernier ne fut pas distribué en Europe, Pole Position 2, le célèbre jeu de course de Namco, qui eut droit à un portage honnête et qui est peut-être le jeu le plus accessible à l'achat aujourd'hui. En loose, comptez dans les 15 à 20 € en moyenne, ce qui reste une aubaine. Shoplifter, le célèbre jeu d'hélicoptère où l'on doit libérer des otages et les ramener à une base en évitant les dangers. Un jeu relativement accessible à trouver, techniquement honnête, mais le jeu reste difficile du fait qu'on n'a pas toujours le temps de réagir face aux attaques ennemies. Lorsque l'on récupère les otages au sol, on est vulnérable et le temps de réaction pour s'envoler, pour esquiver les bombes des avions, est franchement court, ce qui peut engendrer des moments bien frustrants. Un jeu sympa néanmoins sur lequel j'aime revenir à l'occasion. Enfin, je pourrais également citer Basket Brawl, un jeu de basket assez basique, sans règles, complètement arcade, mais qui peut être sympathique à 2 joueurs et qui se laisse jouer contre l'IA le temps d'un match ou deux. Ce n'est pas un grand jeu, mais à comparer à ce qui se faisait dans le même genre sur les autres consoles 8 bits, il s'en sort avec les honneurs, d'autant que techniquement, Basket Brawl est un jeu honnête avec des beaux sprites bien dessinés et bien colorisés. Et j'ai failli oublier de vous recommander le très sympathique Xenophobe, d'autant que cette version 7800 est considérée à juste titre comme la meilleure disponible sur les supports de l'époque. Un jeu pouvant se jouer à 2 simultanément, ce qui explique la division de l'écran dans le sens horizontal. Le but sera surtout de faire le plus gros score en récupérant les divers bonus, jonchant le sol et en éradiquant les aliens. Simple, sobre, efficace, pas forcément un grand jeu, mais ça se laisse jouer sans déplaisir et on aime y revenir à l'occasion. Ball Blazer, encore un jeu considéré ici dans sa meilleure version et qui fut développé par Lucasfilm. Un jeu parfait pour jouer à 2 simultanément dans un sport futuriste où l'on doit dérober une balle et marquer des buts. On peut jouer contre l'IA sur 9 degrés de difficulté, mais c'est surtout à 2 joueurs qu'il prend tout son sens. Hélas, le jeu fut longtemps racheté par les développeurs d'Homebrew pour en extraire sa puce Poké, étant le seul titre avec Commando à en être pourvu et étant plus facile à acheter par le passé. On peut encore le trouver entre 30 et 50 € suivant son état. Côté shmup, j'ai failli oublier de vous parler de ce que l'on trouve sur cette machine, notamment Xevious, dans un portage très honnête que je trouve bon visuellement et que je préfère à la version NES, même si cette dernière a une résolution plus fine et une partie sonore un brin meilleure, mais à jouer, je trouve cette version 7800 particulièrement réussie, avec son auto-fire rendant le jeu très agréable. Xevious étant également un jeu ayant marqué l'histoire du shoot'em up à défilement vertical, grâce à son scrolling fluide, le travail sur le déploiement des vagues ennemies, leur manière de se mouvoir qui inspirera tous les chemins verticaux parus ensuite, qui n'ont eu de cesse d'en améliorer les mouvements.
C'est aussi le système de tir dans les airs et de bombes au sol qui sera repris et réinventé dans les jeux parus bien après, comme la Your Section par exemple. Bref, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment à découvrir, quelle que soit la manière et le support. Un shmup old school, historique par l'influence qu'il eut sur le genre, et qui par sa courbe de difficulté et ses vagues ennemies, reste toujours aussi plaisant. Côté prix, on le trouve facilement, surtout aux USA, en loose, mais reste le problème des frais de port excessifs. Et nous passons à Desert Falcon, autre shmup, cette fois-ci exclusif aux consoles Atari, le jeu ayant également connu un portage de 1600. Singulier par sa représentation en 3D isométrique, mais aussi par son thème de l'Égypte antique, où l'on dirige un faucon pouvant se poser et marcher au sol pour dérober des bonus. Chose beaucoup moins anodine qu'il n'y paraît, puisqu'il existe des codes à activer en prenant les bonus dans un certain ordre. Et c'est ce qui donne tout son intérêt à ce Desert Falcon, en plus de la gestion de l'altitude à la Xazon, le jeu qui a initié ce type de représentation en 3D isométrique dans les shoot'em up. Un jeu assez mésestimé, mais qui a pourtant son charme et ses qualités. Certes, ce n'est pas du shoot'em up à la japonaise, mais la proposition est originale et mérite au moins quelques essais. Enfin, Planet Smasher, un shmup qui est lié à Alien Brigade d'un point de vue scénaristique. Et pour cause, car il est développé par la même personne. Un shmup de prime abord basique et par essence sans intérêt. Mais il y a un système de code pour affronter les boss. Code de couleurs qu'il faut trouver en shootant les items dédiés et en prenant les diverses couleurs dans le bon ordre. Par exemple, si le rouge doit être en 3e position, mais que vous n'avez pas de couleur en votre possession, la 3e case clignotera en rouge pour vous indiquer qu'il faudra l'item rouge après avoir ramassé les autres couleurs avant. Et donc il va falloir ramasser l'item de couleur sur chacune des couleurs possibles afin de découvrir le bon ordre de ramassage du code couleur et ainsi accéder au boss. Un principe tout simple, mais qui apporte de l'intérêt à ce shmup. Son principal défaut vient de l'absence de la puce Poké avec une partie bruitage des plus stridentes et stressantes. Et mieux vous couper le son quand on y joue. Il faut aussi s'assurer de détruire un maximum d'ennemis et de météorites, car ceux passant dans votre dos abîmeront le bouclier protégeant la planète Terre, ce qui ajoute de l'intérêt et vous pousse à être sur le qui-vive, en vous poussant à blaster tout ce qui bouge. Un shmup beaucoup plus sympathique qu'il n'y paraît, à cheval entre le style première et deuxième génération. Enfin, last but not least, j'allais oublier Dark Chamber, qui dans sa version 7800 est franchement recommandable et devrait plaire à tous les amateurs d'action RPG à la Gauntlet. À ce propos, ce n'est pas Dark Chambers qui a copié Gauntlet, mais Gauntlet qui a copié le premier jeu du développeur de Dark Chamber. Puisque le développeur était connu pour avoir fait un jeu nommé Dandy sur Atari 800 qui inspira ensuite Gauntlet. Bref, si vous aimez ce type de jeu, Dark Chambers en 7800 est franchement excellent. D'autant plus qu'il est taillé pour le mode 1 joueur, là où Gauntlet en 1 joueur était pour ainsi dire impossible. Techniquement bon et jouable, si vous aimez ce genre de jeu, Dark Chambers est franchement à faire. Et je vais m'arrêter là pour les recommandations, d'autant qu'au final, le mieux sera pour vous de tester les jeux sous émulateur et de voir ensuite la disponibilité des titres qui pourraient vous faire envie. Car vous l'avez bien compris, les prix du marché en occasion actuellement sont souvent indécents et freinent l'enthousiasme. L'achat de jeux 7800 à des prix convenus est difficile, bien plus que pour des jeux de 1600. L'émulation, dans ce cas, reste une solution idéale pour découvrir ces jeux. Et le plus important dans ces recommandations est de faire découvrir les jeux qui, selon moi, sont les plus valables sur ce support, restant toujours assez mal connus. Et j'espère être parvenu à vous intriguer ou au moins à vous avoir donné envie de tester ces jeux et que vous y prendrez du plaisir, en plus d'étancher votre curiosité.
car je trouve vraiment que les rétro gamers aujourd'hui manquent cruellement de curiosité, en dehors de leurs références habituelles. Ce que je peux comprendre, mais c'est aussi quelque chose que je déplore. Bref, j'ai sûrement oublié quelques jeux dans tout cela, et si des connaisseurs parmi vous remarquent une absence injustifiée, n'hésitez pas à me réprimander en commentaire. Et nous allons clore ce chapitre pour passer à la conclusion concernant l'intérêt de cette 7800+, conclusion qui sera suivie d'un chapitre bonus dédié aux possesseurs de 2600+, pour aider ceux qui en auraient besoin à faire la mise à jour de leur console. Je rappelle également que vous pouvez naviguer dans la vidéo avec le chapitrage YouTube. A tout de suite. Commencement la VCS d'Atari, créant cette industrie vidéoludique. 45 ans après, toujours plus d'addicts et une passion qui nous réunit ici. La 2600 papier d'écran, chaque carte touchée est un trésor. Nous plongeons dans un monde pixelisé, dans lequel on peut briller par notre dextérité. Minecraft nous ramène ce passé avec ses vidéos en mode rétro. Une parenthèse pixelisée où l'on retrouve nos anciens héros. La 7800 pris la suite avec ses 8 bits et ses portages arcade excellents. Nous remémorons le bon vieux temps, un temps qui paraît antique. Minecraft nous ramène ce passé, sur YouTube on peut le retrouver. Les jeux et leur gameplay. Et nous revoici pour la conclusion concernant cette 7800+, où je vais tâcher de répondre à plusieurs questions. À qui s'adresse-t-elle? Faut-il avoir déjà une grosse ludothèque 2600 et 7800 pour l'acheter? Etc. Aussi, il me semble qu'il y a 3 cas de figure type, dans lesquels chacun devrait se retrouver. Ceux qui, comme moi, ont déjà la 2600+, ceux qui ne l'ont pas mais sont attirés par l'un des deux modèles, ceux qui n'ont pas spécialement connu les consoles et jeux Atari 2600 et 7800, mais qui seraient potentiellement intéressés aujourd'hui. Pour ceux qui auraient déjà la 2600+, pas grand chose à dire, c'est vous qui voyez. La 7800+, n'apporte rien de plus que le précédent modèle. Ce sont exactement les mêmes machines avec les mêmes capacités. Seul le look, la manette et le jeu fournis en bundle constituent un vrai changement. Si vous êtes intéressé par Bentley Beer et une manette 7800+ sans fil, vous pouvez vous les procurer séparément. Mais finalement, ne serait-il pas plus judicieux d'acheter directement la console? Certes, cela fera doublon avec la 2600+, mais libre à vous de brancher l'une ou l'autre en fonction des envies. Et c'est précisément ce qu'a fait mon frère aîné, ce dernier étant aussi un gros fan d'Atari. Pour ma part, je n'ai que la 2600+, j'aurais aimé avoir la 7800+, d'autant que j'ai toujours aimé le modèle d'origine, mais je préfère me concentrer pour le moment sur l'achat de jeux 2600 et 7800. Mais pour être honnête, je sais qu'un jour je vais acheter cette 7800+, car je la trouve franchement jolie. La qualité de sa construction, le respect des sensations à l'utilisation et son look, ce n'est qu'une question de temps avant que j'en achète une. Quant à ceux qui n'ont pas la 2600+, mais seraient intéressés par l'un ou l'autre des modèles plus, à vous de voir en fonction de votre parcours personnel. Quel est le modèle d'origine que vous avez le mieux connu à l'époque? Si c'est la 2600, il est certain qu'une 2600+ vous procurera plus d'émotions. Ou bien la 7800+, si vous avez connu la 7800 d'origine. Au-delà des considérations nostalgiques, ayez bien conscience de ce qui est contenu dans les packs des deux consoles. Joystick rudimentaire pour la 2600+ et cartouche 10 jeux, ou joypad sans fil avec un seul jeu pour la 7800+. À mon avis, la différence va surtout se situer là. Et si vous voulez plus d'infos concernant la 2600+,
je vous renvoie à la vidéo de la VCS à la 2600+, où vous devriez avoir toutes les informations nécessaires afin de vous aider à faire votre choix. Et ceux qui n'ont pas connu les consoles Atari d'origine mais restent curieux, je pense que le meilleur choix reste la 7800+, pour son joypad sans fil, ainsi que pour son jeu Bentley Beer. Je pense que cela reste une excellente porte d'entrée. La 2600+ est très bonne aussi, mais je sais que son joystick d'origine peut déplaire, d'autant qu'il n'est pas forcément bien adapté à tous les types de jeux. Surtout les jeux 7800 à 2 boutons. Le joystick n'en ayant qu'un. Une 2600+ nécessitera donc l'achat d'un joypad 7800 par la suite en fonction des jeux auxquels vous voulez jouer. Et dans les mauvais points, ma principale critique concerne l'absence d'un jeu en mémoire sur la 7800+. En effet, le modèle d'origine contenait Astéroïde, ici disparu. Et c'est franchement dommage, car Astéroïde 7800 est considéré comme la meilleure version portée sur les machines de l'époque. Un manque difficile à justifier et à accepter. Le jeu ne faisant que quelques kilooctets, ça n'aurait rien coûté de le mettre en mémoire. Autre point critiquable, la politique éditoriale d'Atari. Si cela est remarquable de voir certains homebrews officialisés et bénéficiant d'une ressortie avec un nouveau packaging et un prix décent de 30€, et surtout une distribution en Europe, il faut quand même pointer du doigt le fait que certaines cartouches, comme Frenzy, ont été amputées. En effet, la version homebrew de Frenzy contenait également Berserk, Frenzy étant sa suite. Or, on constate qu'ils ont sorti une cartouche pour Frenzy et une pour Berserk, sachant en plus que Berserk Enhanced Edition fut disponible en 2600 à la sortie de la 2600+. Bref, cela m'a un peu agacé de constater cela, d'autant que j'ai acheté Berserk en 2600 et si j'avais su qu'il ressortait en 7800 un an après, je me serais peut-être abstenu. Je comprends le besoin de rentabilité d'Atari, d'autant qu'aujourd'hui c'est une toute petite structure, mais quand même, ils auraient dû laisser les deux jeux sur la même cartouche. Cela l'aurait rendue plus intéressante. Aussi, la vente de Space Duel et Astéroïde Deluxe, deux variantes d'un même jeu, puisque Space Duel est un astéroïde avec un rendu simili 3D pour les sprites, et la version Deluxe reprend le style vectoriel de la première version arcade du titre. Ce qui distingue Space Duel d'Astéroïde Deluxe étant les bonus et les modes de jeu. Si en homebrew les jeux étaient bien sur des cartouches séparées, il aurait été intéressant de réunir ces deux jeux sur la même cartouche, avec en bonus la version 7800 du premier Astéroïde. À 30€, j'aurais acheté sans hésiter. Mais en l'état, quoique, il faut relativiser le prix, puisque les versions homebrew étaient vendues 35$ pour la cartouche seule et 50$ avec boîte et notice, par jeu. Ajoutez à cela les frais de port et douane éventuels pour les faire venir des USA et on dépasse allègrement les 60€ pour l'achat de ces deux cartouches dans leur ressortie officielle. Donc c'est vrai qu'en relativisant, ça rend l'achat plus acceptable. Enfin, si je me réjouissais de la venue de Bounty Bob Strike Back sur 7800, un jeu de plateforme old school, excellent si on aime le style plateforme de la première moitié des années 80, cette version reste très proche des versions 5200 et Atari 800 que l'on retrouve dans la compilation Atari 50. Cela dit, il semblerait que cette version 7800 contiendrait des niveaux en plus et permet un réglage de la jouabilité dans les options qui améliorerait les sensations de jeu. Alors, je ne suis pas en train de bouder cette version, puisque c'est précisément un des jeux 7800 sortis avec la 7800+ qui me fait le plus envie. Mais ayant la compilation Atari 50, j'aurais aimé avoir des jeux vraiment exclusifs ou n'étant pas sur des compilations. D'autant qu'en homebrew, il y a encore pas mal de jeux qu'Atari peut officialiser. En revanche, dans les bons points, on ne peut que saluer les rééditions de jeux 7800 d'origine, comme Ninja Golf, Fatal Run et Food Fight, même si ce dernier est maintenant sold out. Permettre d'avoir ces jeux pour 30€ comparé au prix complètement débile des versions originales, c'est une aubaine en or. A ce propos, si vous n'avez aucun jeu 2600 et 7800, mais que l'expérience physique des consoles plus d'Atari vous tente, sachez qu'il y a largement de quoi faire avec les ressorties et nouvelles sorties.
D'autant que les prix pour des jeux neufs sont plus que corrects. Mention spéciale pour les nouvelles cartouches de 1600 contenant plusieurs jeux comme la compilation des jeux Epix par exemple. Donc oui, si vous partez vraiment de zéro, mais que ces consoles plus vous attirent, je pense que ça reste une belle aubaine. Et puis rien ne vous empêche d'acheter des jeux d'origine d'occasion par la suite en fonction des prix et trouvailles que vous serez amené à faire. Moi-même, j'achète des cartouches de 1600 et 7800 quand je le peux, quand les prix sont corrects. Pour finir, oui, la 7800 est un excellent produit. À mes yeux, bien plus pertinent et intéressant sur le long terme que les consoles mini. Atari a vraiment créé l'événement avec ses consoles plus et les nouvelles sorties de jeux. L'expérience authentique proposée ici fait mouche, la qualité de construction et d'assemblage et les petites concessions à la modernité qui ont été faites ne dénaturent pas l'esprit original de la machine. Notamment la manette sans fil qui est un vrai régal sur la plupart des jeux. Pour moi, c'est du tout bon, non seulement c'est de qualité, mais c'est vraiment un événement rétro gaming que de voir de telles ressorties de consoles et de jeux avec un vrai port cartouche permettant de jouer indistinctement aux jeux 2600 et 7800 d'époque ou moderne. Un événement rétro donc que je ne peux que saluer et qui, je l'espère, influencera à l'avenir Nintendo ou Sega ou autres constructeurs. Car pour moi, c'est ça une vraie console rétro moderne. Pas comme ces consoles mini que j'ai franchement détestées. Bref, j'espère que ces divers chapitres dédiés à la 7800+, et ces jeux vous auront fait plaisir, vous auront également appris ou fait découvrir quelques pépites, et surtout vous auront donné envie de les découvrir par vous-même, au moins en passant par émulateur. La vidéo va continuer avec un chapitre pour expliquer la mise à jour de la 2600+, un chapitre bonus que je mettrai peut-être seul en vidéo par la suite. J'en profite donc pour vous saluer, vous remercier pour votre soutien, même si je sais que cette vidéo ne dépassera pas les 300 ou 400 vues. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis du temps à la faire, car passer autant d'heures à réaliser une vidéo dont on sait qu'elle ne va pas intéresser grand monde, ce n'est pas très motivant. Mais soit, j'aime Atari, et je voulais vraiment faire cette vidéo sur la 7800. J'espère qu'elle aura été suffisamment complète. Prenez soin de vous et de vos proches en vous disant à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un prochain live. À bientôt. Je vais vous parler de la mise à jour à faire sur 2600+. Une mise à jour que vous n'êtes pas obligé de faire si vous en avez une, mais qui reste tout de même fortement conseillée. Surtout si vous voulez jouer au dernier jeu 7800 paru au lancement du modèle Plus. Car de base, avec le firmware en 1.0, la 2600+ ne reconnaîtra pas Bentley Beer Crystal Quest par exemple, ainsi que d'autres jeux 7800. De plus, le passage en 2.0.1.1 vous permettra d'accéder à diverses options d'affichage comme nous allons le voir par la suite. Une mise à jour qui s'étale en 3 parties et qui nécessitera de télécharger plusieurs applications et fichiers compressés, qu'il faudra décompresser soit avec le décompresseur de fichiers inclus dans Windows, soit en téléchargeant le logiciel gratuit 7-Zip, en pensant à regrouper tout ceci dans un dossier dédié. Aussi, je partirai du principe que lorsque j'énumérerai un interrupteur, par exemple deuxième ou troisième interrupteur, cela sera toujours en partant de la gauche. Bref, pour la procédure, rendez-vous sur le site Atari Edge, allez sur le forum, section 2600 et 7800+, topic mise à jour de la 2600+. Téléchargez le firmware en 2.0.1.1 et le dumper X4. Une fois fait, allez sur le site Atari officiel et téléchargez la suite de programmes. Mais attention, n'utilisez pas le dumper fourni, mais uniquement celui téléchargé sur le forum Atari Edge. Libre à vous de tester la procédure officielle avec les logiciels de base, mais pour ma part, il m'a été impossible de faire la mise à jour avec. Donc, si vous avez des problèmes, pensez à remplacer le dumper officiel par le dumper X4 du forum Atari Edge et l'image du firmware 2.0.1.1. Première étape,
avec la mise à jour du dumper. Branchez la console sur votre PC avec le câble d'alimentation USB d'origine, mettez le deuxième interrupteur sur Black and White avant d'allumer la console. Maintenez l'interrupteur Game Select, le troisième interrupteur en partant de la gauche, en position basse, et enfin, mettez sous tension, toujours en maintenant jusqu'à avoir une connexion établie entre votre 2600+ et votre PC. Ceci fait, vous pouvez soit lancer l'application de mise à jour du dumper fournie sur le site officiel, soit vous lancer l'application téléchargée sur le forum Atari Edge, le Dumper X4. Personnellement, je vous recommande de faire cela, mais c'est vous qui voyez. Une fois votre console détectée, appuyez sur Download pour mettre à jour votre dumper. Une fois fait, la mention non détectée en rouge apparaîtra, ce qui est normal. Ensuite, éteignez la console pour passer à la mise à jour d'un pilote sur votre PC pour poursuivre. On repasse le deuxième interrupteur sur TV Colors, vous maintenez en bas le quatrième interrupteur, nommé Game Reset, puis vous remettez sur On la console. Vous pourrez relâcher Game Reset une fois la console connectée, vous entendrez un son ou vous verrez une notification. Et à partir de là, ouvrez le logiciel nommé Driver Assistant v5.12.x. Appuyez sur Install Driver, logiquement, votre console sera reconnue sous le nom Roxop Device dans l'explorateur de fichiers. Une fois fait, éteignez la console pour passer à la dernière étape. Dernière étape, pour mettre à jour les émulateurs de votre console, puisqu'il y a l'émulateur Stella, référence absolue en matière de 2600, en plus d'être un des émulateurs ayant été les plus mis à jour et suivis, ainsi que l'émulateur Pro System dédié au jeu 7800. Également une grosse référence dans le monde de l'émulation. Laissez le deuxième interrupteur sur Colors et maintenez toujours le quatrième interrupteur Game Reset en bas, puis mettez sous tension la console, en maintenant jusqu'à la connexion de votre console au PC. Ouvrez le dossier RK DevTool Release v2.74, puis cliquez sur rkdevtool.x. À partir de là, suivez l'étape 5 du site Atari officiel. Sélectionnez l'onglet Upgrade Firmware et appuyez sur le bouton Firmware. Cela ouvrira une fenêtre qui vous permettra de naviguer vers le fichier de pilote de mise à jour que vous avez téléchargé. Et là, libre à vous d'utiliser le firmware en 2.0.0.img fourni sur le site officiel d'Atari, soit d'utiliser la toute dernière version du firmware trouvable sur le forum d'Atari Edge, qui est en 2.0.1.1. Personnellement, c'est cette dernière version que j'ai installée sur ma 2600+. Et je vous rappelle qu'Atari Edge a été racheté par Atari et fait figure aujourd'hui de forum officiel. Bref, vous cliquez et normalement ensuite c'est enfin terminé. Votre 2600+ est enfin à jour. Cela vous permettra de lire les nouveaux jeux 7800, mais corrige quelques bugs, comme l'inversion des interrupteurs A et B me semble-t-il, et apporte surtout une interface d'options vidéo accessible uniquement en allumant la console, sans cartouche et en maintenant Game Reset, après avoir mis sous tension. Après le logo Atari, vous accéderez à la page d'options. Une page d'options permettant de mettre en 50 ou 60 Hz, à voir au cas par cas si vous avez des soucis d'animation par exemple. Vous trouvez également un filtre bilinéaire, un filtre phosphore afin d'imiter le rendu que l'on pouvait avoir sur un écran CRT, une option nommée Integer Scaling qui va principalement jouer sur la résolution verticale des jeux, option pouvant s'avérer pratique sur un jeu comme Miss Pac-Man par exemple, comme vous le montre l'extrait comparatif. Des options pour les manettes 7800, pour la reconnaissance d'un ou deux boutons sur les jeux 2600, etc. Je vous renvoie au forum Atari Edge pour voir l'ensemble des apports. Aussi, je dois vous préciser que lorsque j'ai voulu mettre à jour ma 2600+ sur mon PC de bureau, il m'a été impossible de la terminer. Aussi ai-je dû faire la mise à jour avec mon PC portable.
Pourquoi? Je ne saurais vous dire. Toujours est-il qu'il peut y avoir des problèmes. Donc si vous voulez mettre à jour votre 2600+, soyez certain de pouvoir accéder à au moins 2 ordinateurs. Et si vous avez des questions, si vous avez des problèmes avec votre console, n'hésitez surtout pas à me demander en commentaire, je tâcherai de voir avec vous ce qui ne va pas. J'espère avoir été suffisamment clair sur ce point. Dernière précision, la 7800+ n'est qu'en 2.0.0 et vous pouvez tenter de la mettre à jour en 2.0.1.1. Mais de ce que j'ai lu sur le forum Atari Edge, il pourrait y avoir des problèmes d'installation pour cette dernière version du firmware sur 7800+. À déconseiller donc, et il est préférable d'attendre une version plus récente qui corrigerait les éventuels problèmes de mise à jour sur cette nouvelle console. Merci à toi Noël Bouchel pour avoir créé Atari. Merci à vous pionniers, trop souvent oubliés, qui avez su faire preuve de créativité et d'inventivité en dépassant les limites techniques. La 2600 fut un énorme succès, marquant le monde de son empreinte vidéoludique, ouvrant la voie à une nouvelle ère technologique, inspirant et stimulant la créativité. La 2600 fut un énorme succès, marquant le monde de son empreinte vidéoludique, ouvrant la voie à une nouvelle ère technologique, inspirant et stimulant la créativité. 25 millions de consoles vendues, 120 millions de cartouches écoulées. Atari façonna l'industrie à tout jamais. Merci à vous pour tous ces jeux conçus. Les temps furent durs avec le crack, certains résument Atari uniquement à cela, oubliant que la 7800 fut créée, renflouant la marque par qui tout avait commencé. La 7800 avec ses 8 bits et ses portages arcade excellents, nous remémorant le bon vieux temps, d'un temps qui paraît antique. Minecraft nous ramène ce passé, sur YouTube on peut le retrouver. Les jeux et leur gameplay d'antan nous attirent toujours.